Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous êtes dans le 22h, les titres du journal. Constat général dans la capitale guinéenne au lendemain de manifestations violentes de rue. Malgré l'accord trouvé entre le gouvernement et les syndicalistes du secteur de l'éducation, l'axe routier Le Prince était paralysé. Des manifestants ont investi la rue, créant des accrochages avec les forces de l'ordre. Les langues maternelles à l'honneur ce 21 février, elles sont importantes, elles sont essentielles au développement de nos nations, mais hélas, leur promotion connaît d'énormes difficultés. Le constat avec l'écriture Nko, c'est avec notre reporter dans ce journal. La candidate du FN à la présidentielle française fait parler d'elle hors de son pays en visite officielle au Liban. Elle a refusé de porter le voile pour rencontrer le Moufti de la République libanaise à Beyrouth. Le gouvernement guinéen, par la voix de son porte-parole et les secrétaires généraux du SLEG et du FSPE, annonce la suspension de la grève et la poursuite des négociations. Le mouvement syndical déplore tout de même le caractère violent des manifestations et ses conséquences en termes de pertes en vie humaine, des dégâts matériels. Reportage signé Mamadou Saliouba. Des casses, des bastonnades ou encore des jets de pierre. Des éléments d'horreur qui ont rassuré davantage le gouvernement de la détermination des élèves. Ces images, ces victimes, le mouvement syndical les déplore, mais après tout, il tient à nous dire ceci. Nous tenons à préciser que le mouvement syndical guinéen FSPE, SLEG et l'intercentrale CNTG-USTG n'a rien à voir avec ces différents mouvements qui se sont déroulés hier et aujourd'hui. Ces mouvements ne rapportent fruit à personne, rien si ce ne sont que des regrets et des larmes, ajoute le mouvement syndical. Pouvait-il seulement imaginer une telle violence? La journée d'hier, le mouvement syndical l'a passé en négociation avec le gouvernement. Plusieurs heures d'échange, il rend compte de ce qu'il qualifie de satisfaisant. Nous sommes au terme de nos négociations entre l'intersyndicale de l'éducation FSPE, SLEG et le gouvernement guinéen. Et les résultats qui ont été obtenus peuvent être considérés comme des résultats satisfaisants. Satisfait, mais pas totalement. Le mouvement syndical suspend le mot d'ordre de grève. Prochain rendez-vous septembre sur la grille salariale. Satisfaisant. Malgré cette entente entre les syndicalistes et le gouvernement, la tension est montée d'un cran sur l'axe routier Le Prince. Les jeunes de Koza et Bambeto ont investi la rue. Les impressionnants dispositifs sécuritaires n'ont pas contribué à calmer les tensions. Sortis fraîchement de prison et même étant en liberté provisoire, l'artiste Eli Kamano s'est rendu sur le terrain pour sensibiliser les jeunes. Il sera certes accueilli en triomphe, mais se verra confronté à d'énormes difficultés. Le film de cette action de terrain, c'est dans ce grand reportage signé Antoine Kourouman, Abdoulaye Kamara. Après la prison, l'artiste a tenu à faire une descente sur le terrain pour sensibiliser les jeunes afin que les violences cessent. Eli Kamano se rend tout d'abord à Koza où les gendarmes sont aux prises avec les jeunes surchauffés. Là, il est accueilli en triomphe. Il harangue la foule et décide d'aller vers les zones les plus chaudes. Malgré les jets de projectiles, il ne reculera pas. Eli s'engouffre dans la foule qui finira par le reconnaître.
l'artiste est conduit dans le quartier où il trouve un moyen pour s'adresser aux jeunes. Il y a eu un accord. Et cet accord, c'est pour que demain, on ouvre les classes pour que les enfants commencent à aller à l'école. Aujourd'hui, je veux tout simplement, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, si vous m'aimez, et si vous aimez mon combat, qu'on débarrasse cette route-là. La foule va adhérer à la demande de l'artiste, mais à la seule condition que les personnes arrêtées à la veille soient libérées. L'intervention d'Ely Kamano ne contribuera pas à calmer les jeunes qui reprendront leur face-à-face avec les gendarmes. Incompris, l'artiste ne trouve pas d'autre solution que de replier. Si on a dit que les enfants rentraient en classe, si ça a été dit par le gouvernement et les syndicats, normalement, les grèves, les marches doivent cesser, les manifestations doivent cesser. Mais moi, je suis allé là-bas, j'ai compris qu'ils demandaient la libération aussi de leurs camarades. Mais en réalité, c'est quelques-uns qui n'étaient pas vraiment rangés. Il prendra ensuite la direction de Bambeto, autre quartier chaud de l'Axe. À ce niveau, une force mixte est fortement mobilisée. Ely est interpellé par le colonel Bafoué qui l'accuse d'avoir attisé les tensions à Koza. L'artiste se défend et pense plutôt avoir fait éviter le pire. Il n'y a aucun élève dans la rue, aucun élève. Si tu veux maintenant, là, je te mets dans la mamba, on va là. Ce n'est pas les élèves qui sont là, justement. Ici, là, Vana, quittez devant moi. Ça, ce n'est pas des élèves, hein. Pour le cas des violences en cours, le directeur des unités d'intervention de la police a son explication. Et regarde à ta gauche et tu regardes à ta droite. Ça, c'est des enseignants, ça? C'est des élèves? C'est des syndicalistes? Non. Et ce n'est pas encore les partis politiques. C'est des badauds, ça. Quand Ely vient quelque part, mais c'est les badauds qui viennent, ils vont l'écouter. Après, quand Ely va quitter, pour le dégager, c'est tout un problème. Les syndicalistes disent de reprendre les cours des élèves et les enseignants n'ont qu'à reprendre l'enseignement le mercredi. Aujourd'hui, c'est un jour normal. Nous n'hésiterons pas de mater qui que ce soit, dans le cadre des droits de l'homme, bien sûr. La forte présence en ces lieux des policiers et gendarmes s'explique par le fait que le chef de l'État doit y passer après Kipé où il préside un forum sur les mines. Et puis l'actualité oblige, la crise du système éducatif en Guinée au centre d'un débat ce mardi. Les organisateurs de la conférence ont invité les autorités du secteur à procéder à des réformes sérieuses et profondes sur la base d'un véritable diagnostic afin de mettre fin à cette crise. Explication, Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. D'abord, il s'indigne après le constat effectué sur les lieux où se tenait la manifestation du lundi. Le Forum civil guinéen et Avocats sans frontières ont eu du mal aussi à comprendre le comportement des forces de l'ordre sur des élèves qui ne réclament que la reprise des cours. On est assez clair dans ce pays sur le cas de maintien de l'ordre. C'est la gendarmerie et la police. Je crois que les militaires n'ont rien à voir dans le maintien de l'ordre. Je crois qu'eux sont beaucoup plus axés sur la défense du territoire, et de nos frontières, je crois. Il y a près d'un mois, l'école guinéenne est fermée. Une situation insupportable pour ces activistes de la société civile. Ils enfoncent le clou sur une décision de réouverture des classes qui n'est pas sans conséquence dans le futur. Nous payons de l'argent pour l'éducation de nos enfants. Et parfois, c'est très difficile de trouver cet argent. Tu payes des trimestres et des trimestres, les enfants ne vont pas à l'école, on ne vous rembourse pas votre argent, et qu'on nous dise que non, ce qui se passe, les revendications sont instrumentalisées. C'est absolument faux. Sur les réformes du système éducatif, les conférenciers n'ont pas été cléments envers les autorités qu'ils qualifient trop laxistes. Le peuple a besoin de l'éducation. Et pas n'importe quelle éducation. Une éducation de qualité. Mais je vous avoue que j'ai vu certaines institutions universitaires, certains bâtiments qui sont érigés en université. Même l'aspect extérieur ne vous donne pas le courage d'envoyer votre enfant dans ces institutions. Les cours pourront reprendre mercredi, mais le Forum civil guinéen et Avocats sans frontières refusent d'admettre la solution durable trouvée en ce début de semaine entre le gouvernement et les syndicalistes.
Sur un tout autre plan, le sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur exécutif de l'UNFPA, était en visite de travail en Guinée. Durant 2 jours, ce diplomate international a eu des séances de travail avec les autorités publiques, mais aussi des rencontres avec des acteurs de la société civile étaient au menu. Écouter les préoccupations de toutes les structures concernées et engager un plaidoyer pour la mobilisation des fonds. C'était le leitmotiv de cette mission de prise de contact sur le terrain. Mamadou Selio Badlé, Ibrahima Sori 5 Soma. Accueilli à l'aéroport par toutes les organisations du système des Nations Unies, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population a aussi eu droit à un souhait de bienvenue par un groupe de jeunes. En programme chargé, il explique les priorités du nouveau secrétaire général de l'ONU. Une autre est nouvelle élection à la tête de l'UA. Le président guinéen, l'un pour l'autre, la jeunesse au centre des préoccupations. He has apparently given. Second élément est celui qui concerne la jeunesse de façon générale. J'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas spécifiquement de la jeunesse en Afrique, mais de la jeunesse de façon générale à travers le monde. Il est établi que nous devons agir avec eux. Il s'agit de concevoir des solutions concernant leurs problèmes, non pas pour eux, mais avec eux. Parce que comme vous le constatez, c'est environ le pourcentage des jeunes dans nos populations, c'est autour de 60%. Donc, il faudrait qu'ils soient acteurs en même temps que nous, dans le cadre de la mise en œuvre des solutions concernant leurs problèmes à l'échelle mondiale. Les jeunes sont au centre de tous les conflits à travers le monde. Il va de soi que les solutions pour le maintien et la consolidation de la paix se construisent avec les mêmes jeunes. Le maintien et la consolidation de la paix. Il y a une perception à l'échelle mondiale, c'est qu'on considère que les jeunes sont fauteurs de troubles. Alors, notre perception, c'est de faire de sorte que désormais, ils soient acteurs non seulement du maintien, mais aussi de la paix à travers le monde. Toutes les organisations du système des Nations Unies devraient agir ensemble pour une harmonisation des actions sur le terrain. Il appelle à tous les partenaires d'appuyer les efforts du développement amorcés par les autorités. Le gouvernement guinéen, par l'entremise du ministère des Mines, a organisé ce mardi une table ronde nationale sur le thème « Initiative pour un développement minier responsable ». Cette table ronde est le fruit d'un partenariat scellé entre les autorités guinéennes et le Forum économique mondial afin d'aider le pays à mettre en œuvre une concertation entre toutes les parties prenantes intervenant donc dans le secteur minier. Les communautés locales de ces zones minières demeurent au centre de cette initiative. Compte rendu, Mamadou Kadja Diallo, Abokoroya Kourouma. Cette table ronde de 2 jours est initiée par le ministère des Mines et de la Géologie. Son objectif, amorcer un dialogue entre les différentes parties prenantes afin d'identifier les principales questions liées au développement, mais aussi dégager des pistes de solutions qui finalement pourront résorber les problèmes qu'éprouvent les entreprises minières. Nous avons beaucoup d'insuffisances techniques. Le ministère manque de beaucoup d'insuffisances techniques. Mais je suis convaincu, grâce au partenariat de certains pays, que nous allons nous doter de ces moyens cette année, afin que nous ayons une véritable maîtrise de notre secteur minier. Ensuite, nous devons diversifier notre secteur minier. La bauxite, le fer, l'or, le diamant ne sont pas les seules richesses minières de la Guinée. Donc, nous devons développer la géophysique, et je crois que nous avons déjà signé un contrat, puisque nous avons beaucoup de ressources minières, mais les cartes que nous avons sont des cartes au 200 millième. Mais je crois que nous venons de signer pour avoir des cartes au 100 millième, ce qui nous permettra de connaître exactement les quantités, et ensuite passer au 5 millième, et après sondage, nous pourrons exploiter aussi d'autres minerais. Ce processus mis en route a réuni les cadres du ministère des Mines, le gouvernement, les entreprises minières, l'administration locale, la société civile et les communautés impactées par l'exploitation minière. L'ensemble des participants communés pour identifier les problèmes qui minent les mines guinéennes, afin d'adopter une vision stratégique de développement du secteur minier guinéen. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que le ministère des Mines et de la Géologie, sur les directives du chef de l'État, s'est engagé dans la concrétisation d'une telle vision à travers la mise en œuvre du processus ayant mené à la présente table ronde.
L'objectif général de la table ronde est d'amener les principaux acteurs concernés, le gouvernement, les entreprises minières, les autorités locales, la société civile, les communautés locales, les élus locaux, les partenaires techniques et financiers et autres personnes ressources à échanger sur leurs préoccupations de manière ouverte, constructive et soutenue dans le temps. Le potentiel minier guinéen n'est pas en phase avec les réalités des collectivités riveraines. Cette table ronde est censée apporter des mesures rectificatives favorisant l'épanouissement commun pour que profitent désormais les populations impactées. Les mines ne doivent aucunement être un combustible pouvant entraîner les remous sociaux. Parallèlement à ça, dans le contexte global, le secteur minier guinéen est menacé. Sa compétitivité est menacée à cause de l'accroissement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation. Ce qui veut dire que les partenaires ont d'autres options, d'où l'importance d'avoir réellement une politique et une stratégie claire pour catalyser ces investissements. Cette table ronde est aussi un atout et des opportunités à saisir pour changer de paradigme en faveur d'une meilleure coordination des efforts des décideurs, acteurs et partenaires pour répondre aux épineuses questions de moyens, d'expertise et de la participation citoyenne responsable orientée vers des impacts plus solides. Nous estimons, à travers cette confiance renouvelée, que les engagements issus de ces journées permettront aux décideurs, acteurs et partenaires de changer définitivement de paradigme en s'orientant irréversiblement sur la voie du réalisme et de la vérité dans l'exploitation minière. Réplique du président de la République. Alpha Condé soutient le contraire. Mais contrairement à ce qu'a dit le représentant de la société civile, le secteur minier ne va pas être le combustible du développement de la Guinée. Nous n'allons pas tomber dans ce travers. La Guinée est d'une immense potentialité minérale, dont l'essentiel porte sur la bauxite avec plus de 40 milliards de tonnes, le minerai de fer pour plus de 10 milliards de tonnes de haute qualité, l'or avec plusieurs milliers de tonnes, le diamant généralement de qualité. Restons dans le même sillage avec le Forum économique de développement durable de l'Afrique à Lyon. Un rendez-vous d'échange, de concertation privilégiée entre les acteurs du secteur privé et du public qui se tient tous les 2 ans. Ce forum a entre autres pour objectif d'accroître des opportunités de développement de réseaux professionnels de carrière en faveur de l'Afrique. Au cours de la précédente édition, la Guinée était à l'honneur. Kadja Diallo. Cette rencontre est inscrite dans la dynamique de renforcement de la coopération mondiale axée sur la politique économique des États membres. Elle vise aussi à redynamiser les liens économiques entre les États africains membres et la France en particulier. Ce pour favoriser la péréquation des potentialités dont regorge le continent, qui est le véritable pôle d'attraction des investisseurs. Alors c'est une conférence mondiale de coopération d'abord économique, également de rencontres politiques, puisque nous avons une quinzaine de gouvernements qui sont présents sur cette conférence pendant ces 2 jours. Et c'est une rencontre pour repenser la coopération et le développement économique vers quelque chose d'équitable et de transverse entre ces nations africaines et également l'État français, la communauté économique rhône-alpine et lyonnaise. Cette conférence de 2 jours a permis aux États de concevoir une ligne de développement économique afin de rendre fructueux les échanges. La Guinée bénéficie d'un prix pour ses jalons posés dans le cadre de l'alphabétisation. Alors la Guinée, pour le coup, est quasiment un pays qui est extrêmement important pour le groupe de l'École de commerce de Lyon, puisque nous avons organisé un dîner des consuls il y a quelques mois de ça pour financer une maison de lecture. Vous savez que donc le président de Guinée a lancé un grand programme d'alphabétisation et d'accès à la connaissance, à la lecture, en construisant une vingtaine ou une trentaine de maisons de lecture en Guinée. Ce forum s'est penché sur le choix de la Guinée, capitale mondiale du livre, un pays stratégique pour l'école du commerce de Lyon. La ville de Conakry vous ouvre ses portes pour Conakry, capitale mondiale du livre. Plateforme de la littérature en Afrique de l'Ouest, Conakry sera la capitale mondiale du livre pour l'année 2017. La Guinée reçoit un prix ce soir, notamment pour Education for Africa, donc pour l'éducation, pour l'effort qu'elle fait pour l'éducation de ses populations. Un dîner de gala qui a lieu ce soir, j'espère que nous y verrons. Et donc voilà, là pour le coup, l'école est très partenaire de la Guinée, c'est pour nous un des 3 pays stratégiques.
Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue, c'est sur ce thème que l'UNESCO a célébré la Journée internationale de la langue maternelle. Pour favoriser le développement durable, les apprenants doivent avoir accès à l'éducation dans leur langue maternelle et dans d'autres langues. C'est grâce à la maîtrise de sa langue maternelle, de sa première langue, que les compétences de base en lecture, écriture et calcul peuvent être acquises. C'est la raison qui a poussé l'UNESCO à déclarer le 28 février de chaque année comme Journée internationale des langues maternelles. Cette année, en Guinée, l'Académico a mis l'occasion à profit pour expliquer l'importance des langues maternelles dans nos sociétés. Alpha Ouma Baldé, Amara Alexila. Parlons à présent santé dans cette édition d'information avec la méningite qui tue de façon silencieuse. Tenez, près de 10 bébés ont trouvé la mort suite à cette maladie. Malgré tout le drame et le bilan macabre enregistré, les autorités de l'hôpital national d'Anka s'obstinent à ne pas communiquer sur l'état des lieux. Notre équipe de reportage a tenté, mais en vain, de rencontrer ses responsables. Un parent d'enfant qui se trouve alité sur place a répondu tout de même aux questions de nos reporters Alcini Bari, El Haj Aliouba. La mondialisation est notre affaire à tous. C'est pourquoi les promoteurs de l'alphabet Nko, qui est un système d'écriture, considèrent que nos langues maternelles doivent aussi porter la science, les techniques et la technologie moderne afin de perpétuer notre culture. En tant qu'institution du mouvement Nko, a pour objectif non seulement d'élaborer des ouvrages de grammaire, des dictionnaires, mais aussi des travaux numériques et faire aussi de l'alphabétisation, promouvoir le livre, la lecture et les langues maternelles, montrer aussi que pour que l'Afrique se développe, il faut valoriser les langues maternelles, puisque tous les pays qui sont même aujourd'hui émergents ou les pays développés ont mis en valeur des langues de leur pays. Donc la diversité culturelle et linguistique, c'est une richesse. Pour construire une nation démocratique et aspirer à un développement durable, chaque citoyen doit y participer. Cela ne peut être réalisé que par la valorisation des langues maternelles à travers une bonne politique linguistique, puisque la majeure partie de la population est analphabète. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont évolué, qui ont essayé vraiment d'aménager leur langue. L'Inde aujourd'hui, qui est un pays émergent, il y a 18 langues officielles en Inde. L'Afrique du Sud a 11 langues officielles. Le Sénégal s'est doté d'une politique linguistique. Le Mali s'est doté, on ne doit pas faire les choses comme ça avec amateurisme. Pour que notre pays se développe, pour construire une société démocratique, c'est tous les Guinéens qui doivent participer. Et comment tous les Guinéens peuvent participer à cela si on n'a pas accordé des places à nos langues maternelles? Abdoulaye est journaliste freelance en Sierra Leone. Il est en Guinée pour suivre une formation en Nko afin d'améliorer ses connaissances en langue maternelle. Une démarche qu'il voudrait que chaque Africain entreprenne pour mettre en valeur sa propre culture. C'est très important pour chaque nation africaine de respecter et d'apprendre sa langue maternelle, parce que c'est la seule façon pour nous de transcender les difficultés. En tant qu'Africains, nous devons être capables de parler nos langues. Nous ne sommes ni anglais, ni belges, ni allemands. Nous sommes africains. L'Académie Nko compte à son actif plusieurs disciples formés, de journaux, des dictionnaires et beaucoup d'autres documents pédagogiques également produits. Présentement, elle élabore un projet avec une société chinoise qui prévoit la fabrication d'ordinateurs et de téléphones Android avec des paramètres en Nko. Parlons à présent santé dans cette édition d'information avec la méningite qui tue de façon silencieuse. Tenez, près de 10 bébés ont trouvé la mort suite à cette maladie. Malgré tout le drame et le bilan macabre enregistré, les autorités de l'hôpital national d'Anka s'obstinent à ne pas communiquer sur l'état des lieux. Notre équipe de reportage a tenté, mais en vain, de rencontrer ses responsables. Un parent d'enfant qui se trouve alité sur place a répondu tout de même aux questions de nos reporters Alcini Bari, El Haj Aliouba. La Guinée serait-elle confrontée à une recrudescence de la méningite? Tous les signes semblent le prouver. Plus d'une dizaine de bébés ont déjà succombé à la maladie à l'hôpital de fortune du Kankamayen. Nous avons donc appelé Fatou Sike, la directrice de l'hôpital, pour d'amples informations. Celle-ci nous a ramenés vers le département. Nos tentatives de joindre Dr Sakouba Keita, le directeur national de l'Agence de sécurité sanitaire,
sont restées vaines. Nous avons donc rencontré un témoin qui se trouve à l'hôpital, mais qui a préféré garder l'anonymat. Mon enfant était malade. Bon, ils sont venus, se sont occupés à mon enfant. Je suis resté dans ça, j'ai vu beaucoup des enfants maintenant qui sont dans des situations critiques. Bon, sur place, il y a eu 2 morts, vers 17h ou 18h, d'autres 21h. Après, vers 3h à 4h, il y a eu encore un enfant décédé. Maintenant, ça a commencé comme ça. Moi, je dis, j'ai demandé à un docteur, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il y a un cas de méningite. Nous ne sommes pas informés. Des images de l'hôpital nous ont été interdites. Cependant, notre constat sur les lieux est amer. 2 enfants à 3 par lit, une seule machine de réanimation pour les 2 salles pour enfants. Certains nous ont même confié qu'ils étaient forcés à payer les médicaments à l'urgence. Les 2 salles là sont remplies. Si vous sortez, si vous partez tout de suite, vous allez voir même les enfants couchés sous le banc. Ils sont en train de les traiter. Dans notre salle aussi, il y a 2 à 3 personnes sur le même lit. Donc il n'y a même pas de différence entre celui qui a la méningite et celui qui n'a pas la méningite. Donc c'est ça, nous avons des difficultés quand même. Parce que vraiment, tout ça là, c'est la faute de l'État. Dans tel cas, il faut donner l'information aux patients. Parce que si les patients ne sont pas informés, donc c'est pas bon. Plusieurs parents ont exprimé leur inquiétude en off. Tous fustigent le manque de sensibilisation de la part des autorités sanitaires. Ils espèrent cependant que ces derniers prennent des dispositions devant permettre la prise en charge des bébés. Rendons-nous à présent en Zérekoré avec l'artisanat guinéen qui connaît d'énormes difficultés. Dans la capitale de la Guinée forestière, la fabrication de meubles en bambou et rotin est un gagne-pain pour certains riverains, une activité confrontée à la rareté par moment des matières premières et les clients se comptent sur le bout des doigts. Un métier tout de même exercé pour ne pas être à la merci du chômage. Mohamed Souma, Salifou Lifo Sissé. Des bambous, du rotin et une poignée d'apprentis pour faire des meubles de tout genre. Le métier ne rapporte pas assez ici à Zérekoré. Pourtant, ce maître artisan le pratique pour esquiver le chômage. Si la fabrique n'est pas rude, le métier ne va pas sans difficulté. Cela fait 5 ans que j'exerce ce métier. Nous éprouvons des difficultés. Le manque de rotin et surtout de clients. Nous continuons dans ces difficultés pour au moins éviter le chômage. Les affaires n'affluent pas, pourtant l'atelier n'est pas nouveau. Une seule raison continue à encourager l'artisan. J'ai actuellement 3 apprentis qui travaillent bien. Le seul bénéfice que nous trouvons dans le métier, c'est que nous arrivons à peine à trouver à manger pour nos familles. L'artisanat est un secteur qui défie les politiques de développement en Guinée. Pendant ce temps, les génies de ce domaine continuent à espérer un changement. Et mot de religion avec le lancement des travaux de rénovation de la mosquée de Donka dans la sous-préfecture de Diari qui s'est déroulée donc le lundi dernier. Cette cérémonie religieuse a mobilisé une foule venant tant du pays profond que chez les voisins. C'est un reportage d'Espace Fouta rendu en studio par Idrissa Barry. La mosquée de Doukanyo-Geyabé est l'une des plus vieilles de la Guinée. Elle fait partie des 8 premières maisons de culte du Fouta Djallon. C'était Karamoko Alpha et les sages de Nyogeyanke qui ont décidé de la construction de cet édifice ici. C'est ainsi que cette mosquée et celle de l'abbé ont été construites à la même période. Le coût global de la rénovation de cet édifice religieux est estimé à environ 1,8 milliard de nos francs. Une fois les travaux achevés, ce lieu de culte aura une capacité d'accueil d'environ 600 places. D'environ 16 mètres sur 15 de lac et puis à l'étage. Le délai d'exécution peut être d'environ 5 mois, 6 mois selon la disponibilité de feu. Nous avons prévu 5 mois si les choses viennent plus facilement, c'est-à-dire les agrégats, les financements. Sadou Keita, gouverneur de la région de l'Abbé, s'est dit heureux d'avoir participé à cet événement religieux.
Ce projet réjouit aussi les habitants du district de Douka, Nyogeyabe. Aujourd'hui, nous sommes venus, c'est pour faire une implantation d'un bâtiment R+1, d'une mosquée R+1. Au lieu où il avait implanté la mosquée, c'est là-bas qu'on va l'agrandir. Ce n'est pas une nouvelle mosquée qu'on crée, mais on agrandit celle que Tcherno Ibrahima Douka a eu à implanter. Pour les responsables locaux de la Ligue islamique, la reconstruction de cette maison de Dieu présente plusieurs avantages pour le rayonnement de la culture islamique dans la région. Cette mosquée mérite vraiment d'être rénovée. Le prophète, paix salut sur lui, a dit « Quiconque construit une mosquée, Dieu le récompensera d'une maison au paradis ». Cette cérémonie religieuse a connu la participation de plusieurs cadres de la préfecture, des députés uninominaux de l'abbé et de l'élouement, ainsi que des religieux venus de tous les horizons. Le cheikh de Koula, un érudit, a fait aussi des prières pour la Guinée et les Guinéens. L'actualité à présent dans le reste du monde, même hors de son pays, elle reste fidèle à elle-même. Marine Le Pen, candidate d'extrême droite à la présidentielle en France, a refusé ce mardi de porter le voile pour rencontrer le moufti de la République libanaise à Beyrouth. La plus haute autorité sunnite du monde n'a pas eu cette exigence, par conséquent, je n'ai aucune raison de... Mais c'est pas grave, vous transmettrez au grand moufti ma considération, mais je ne me voilerai pas. On se verra tout à l'heure. Merci. Allez. Des Japonaises sont prêtes à dépenser des fortunes dans les host clubs en échange d'une soirée de flirt, de mots tendres, de compliments. Dans un club de Tokyo, une flûte à la main, Akinita est entourée de 3 hôtes, ces travailleurs de la nuit qui dispensent au prix fort un amour factice aux femmes solitaires. 19h dans le sulfureux quartier de Kabukicho à Tokyo. Pour Shia, la journée ne fait que commencer. Ce jeune dandy de 24 ans est homme de compagnie, un métier qu'il a embrassé alors qu'il n'en avait que 19. Sorte de geisha masculine des temps modernes, il se doit de répondre aux désirs de ses clientes jusqu'au bout de la nuit. S'habiller à la mode, l'argent, l'alcool, être entouré de femmes, ici on trouve tout ce qui attire les hommes. Et c'est ce qui m'a attiré. Dans ces établissements appelés host club, les jeunes hommes empochent en moyenne la moitié de l'argent des consommations de leurs clientes. Un beau minois et de l'attention pour lesquels certaines sont prêtes à débourser jusqu'à 50 000 € dans la même soirée. Les Japonais ne sont pas très galants, alors qu'ici les autres sont intentionnés avec les femmes. Il y a un côté exaltant à voir que les autres se plient à nos demandes parce qu'on dépense de l'argent. De l'argent, le secteur embrasse beaucoup. Il représente aujourd'hui plus de 9 milliards d'euros pour près de 800 clubs dans l'archipel. Si Sho Takami, patron d'un groupe de 23 établissements, a réussi à atteindre les sommets, tous ne connaissent pas le même succès. Les jeunes recrues qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts partagent en groupe de 3 ou 4 des logements tenus par les clubs. Et la compétition peut être rude. Certains hôtes sont prêts à trahir leurs collègues pour augmenter leurs recettes ou obtenir une cliente. De leur côté, les femmes rusent de stratégies pour mettre le grappin sur un hôte ou en laisser tomber un. Quand cela vous arrive, il y a de quoi en tomber malade et devenir méfiant de son entourage. L'activité d'hôte ne se cantonne pas aux 4 murs du club. Besoin d'une oreille attentive au petit déjeuner ou d'un compagnon pour faire ses courses, les jeunes hommes doivent se plier à leur dulcinée 24 heures sur 24. À chacun sa limite. Le sexe ne fait pas obligatoirement partie de la palette de services de l'hôte.
Mais étant donné que par principe, on se doit de répondre aux différents désirs de nos clientes, il peut très bien avoir sa place. Né au début des années 70, ce secteur de l'hôte masculin est spécifique au Japon. Mais il pourrait bientôt connaître d'autres horizons si Sho Takami parvient à réaliser son rêve, exporter à Las Vegas ce qu'il considère comme une vitrine de la culture nippone. Et puis, avant de nous quitter cette page noire, Adjajan Martin Cissé, ancienne secrétaire générale de l'Organisation panafricaine des femmes, est décédée ce mardi 28 février à Conakry, selon un communiqué de la présidence. Âgée de 91 ans, elle avait été en 1972 la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, des postes qui ont fait d'elle une femme modèle, une héroïne pour de nombreuses femmes sur le continent africain et pas seulement. Le communiqué de la présidence n'a cependant pas mentionné le programme de ces obsèques. On en parle dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette page noire que nous nous quittons. Cadrage pour vous, Bokoria Kourmont était présent, la régie Richard Lama, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info continue sur espace-tv-guinée.info. Excellence de programme sur Espace TV. Regardons-nous.